Bonsoir, bienvenue dans le 7-8 journal. Nous sommes le mercredi 19 février. Voici les titres qui seront développés dans cette édition. Nous nous intéresserons au quotidien des seniors. Avec le vieillissement de la population, leur accompagnement est un réel enjeu. Des entreprises étoffent leurs services dans un objectif de maintien à domicile. De son côté, le programme Silver Fourchette sensibilise sur la dénutrition des seniors. Sophie Tuzémen, chef de projet pour cette initiative dans les Yvelines, sera en plateau. Dans un peu moins d'un mois, le premier tour des élections municipales, la campagne bat son plein. Nous irons à Trappes où le maire sortant Guy Malandin a organisé une réunion publique. Nous prendrons également à la direction de Coignères pour en savoir plus sur les enjeux de ce scrutin. Le jeune héros de BD gallo-romain Alix est à l'honneur à l'espace Richaud à Versailles. Une grande rétrospective lui est consacrée jusqu'au 19 avril. Des planches et des dessins originaux retracent son épopée. C'est à découvrir à la fin de cette édition. Mais avant de développer tous ces titres, cette information pratique, payer sa taxe d'habitation, ses frais hospitaliers ou encore ses factures de crèche directement chez son buraliste, eh bien ce sera possible dans les Yvelines à partir du 24 février. Une première phase de test a lieu dans 10 départements avant un déploiement total du dispositif prévu cet été. Pour chaque transaction effectuée, le buraliste touchera 1,80 € de la part de l'État. Le but est d'accueillir les contribuables au plus proche de leur domicile. Et justement, parmi le public visé par ce dispositif, les seniors, selon l'INSEE, les plus de 85 ans étaient 1 400 000 en 2018. Ils devraient être d'ailleurs 5 millions en 2060. Le vieillissement de la population et l'accompagnement des seniors est un réel enjeu et dans un objectif justement de maintien à domicile, des entreprises étendent leurs activités habituelles. Marilène Yapichino a suivi l'une d'elles à Plaisir. Une fois par semaine, Coraline se rend chez Madame Josso. Oui, c'est la femme de ménage. D'accord. Elle est employée par une agence spécialisée dans l'aide à domicile. Ici, sa mission est de faire le ménage pendant 2 heures chaque mercredi matin. Je vais vous aider pour le linge. Je suis obligée parce que je ne peux pas tout faire. Non. Vous voyez, pour lever les bras, j'ai plus de difficultés. Mais plus qu'une aide ménagère, Coraline se fait aussi régulièrement offrir le café par Madame Josso. Le fait de passer du temps avec eux, de pouvoir aussi, on parle de nos vies, on crée vraiment un lien avec les clients en plus du fait qu'on leur apporte notre aide pour le ménage. Si Madame Josso est encore en pleine forme pour faire sa cuisine et ses courses, ce n'est pas toujours le cas des seniors qui peuvent tendre vers une perte d'autonomie. Forte de ce constat et du lien que nouent leur quarantaine de salariés avec leurs clients seniors, l'agence plaisiroise a décidé d'étendre l'activité d'aide ménagère à un réel accompagnement en 4 axes. Allier saveur et nutrition, cultiver les liens intergénérationnels, prévenir les risques domestiques, enfin travailler sa mémoire. Et on est vraiment sur une prise en charge globale, mais toujours en faisant ensemble et pas à la place d'eux, puisque l'idée est naturellement de préserver l'autonomie des personnes âgées, et bien qu'ils soient en perte d'autonomie progressive, et donc de les maintenir à leur domicile, ce qui est leur souhait. L'agence lance cette nouvelle prestation après 2 ans d'installation à Plaisir et interviendra également sur les communes de Villepreux et les Clés-sous-Bois, une manière aussi de lutter contre l'isolement. Selon le ministère des Solidarités et de la Santé, 50% des personnes de plus de 75 ans n'ont plus de réseau amical actif. Portrait à présent d'un Guyancourtois de 33 ans. Après une reconversion dans la menuiserie, Kevin Lartin souhaite lancer son activité. Il s'agit d'un atelier de menuiserie itinérante. Reportage de Nicolas Dandry. On va aller travailler en fait là-dessus. Je vais m'en servir de base pour imprimer mes cartes de visite à l'aide de l'imprimante laser. C'est au Skylab de la Verrière qu'il nourrit son projet, sa passion. Menuisier de profession, Kevin Lartin fabrique des cartes de visite en bois. À l'aide du numérique, il peut travailler cette matière d'une manière innovante. Là, on a donc une représentation vectorielle en fait, des passages qui vont être faits du laser. Et ensuite, je vais déterminer justement où est-ce qu'on coupe, où est-ce qu'on grave avec les différents codes couleurs. Les zones en noir seront découpées, les parties en rouge gravées. Connecté à la découpeuse laser, l'ordinateur lance la réalisation du projet. Le résultat est obtenu en quelques minutes grâce au numérique. Dans l'idée que j'en ai, c'est intégrer un peu plus justement d'éléments personnels et personnalisés, intégrer justement par exemple ces éléments informatiques dans la nouvelle menuiserie. C'est quelque chose qui pour le moment est au balbutiement.
Marquage laser, impression 3D, plusieurs machines existent déjà. L'idée de Kevin Lartin a rassemblé ces outils dans un atelier de menuiserie itinérant destiné à des particuliers, individuellement ou en groupe, à travers un système de réservation. Sur la base un peu d'un camion, tout le monde m'en parle comme ça, mais d'un food truck de la menuiserie, entre guillemets. Donc pouvoir justement se rendre auprès du camion, que j'espère créer en fait une sorte d'application de géolocalisation et que les gens justement puissent venir donc avec soit une idée à réaliser, soit un objet à réparer, ou soit justement un cadeau à faire ou à personnaliser. Enfin voilà, un atelier qui sera un peu comme on appelle un atelier de recherche et développement, mais pour les particuliers. C'est le principe d'un Fab Lab que je veux en fait effectivement diffuser, parce qu'il y a actuellement beaucoup de choses qui se font justement autour de cette thématique, au niveau de l'écologie, au niveau du recyclage, de la réparation. En cours de validation de la création de son entreprise, Kevin Lartin va pouvoir lancer sa démarche de recherche de financement pour ensuite lancer sa menuiserie itinérante. Le premier tour des municipales a lieu dans moins d'un mois. À Trappes, le maire sortant d'Hiver Gauche, Guy Malandin, est candidat pour un 4e mandat. L'élu porte la liste La Gauche qui agit, soutenue par La République En Marche, le Parti Socialiste et le Parti Radical de Gauche. Il tenait sa première réunion de campagne mardi 18 février à la salle Pablo Picasso. Reportage de Grégory Canalé. Trappes, une ville qui le passionne encore, c'est ce qui a motivé Guy Malandin, 82 ans, à être de nouveau candidat dans la ville où il est maire depuis 2001. Pour son premier meeting de campagne à la salle Picasso, l'élu a présenté sa liste et les enjeux importants pour Trappes dans les années à venir, des thématiques sur lesquelles il souhaite continuer d'apporter son expérience. Il y a besoin de continuer au plan humain, social, éducatif, urbanistique, etc. Il y a besoin de continuer, de poursuivre la politique qui a été menée jusqu'ici pour terminer. Alors terminer, ça ne veut pas dire qu'il ne faudra rien faire. Il y a encore des choses qui me tiennent à cœur. Des sujets comme l'enfouissement de la Nationale 10, les travaux ont démarré et Guy Malandin veut les suivre de près. Poursuivre aussi la rénovation urbaine avec le secteur Cité Nouvelle, Barbus et le square Camus. Le pôle gare également et le nouveau quartier programmé à la Halle Fraissinet. Enfin, développer encore des projets autour de l'éducation. Trappes a été retenu récemment dans le dispositif national des cités éducatives. Il faut continuer à approfondir tout ce que l'on fait pour tirer la jeunesse vers le haut. On est en train de réussir, on sert de modèle à beaucoup, je suis immodeste en disant ça, mais de temps en temps il faut savoir reconnaître ce que font les services et puis aussi la population qui contribue à tout ça. Moi je trouve qu'on arrive au 3e mandat avec quelque chose d'inespéré. Cette réunion était la première d'un cycle de 8 rencontres avec les habitants avant le premier tour des municipales fixé le 15 mars prochain. Face à Guy Malandin, 3 autres listes se sont également déclarées pour le scrutin dans la ville. Et justement, parmi ces 3 autres listes déclarées à Trappes, celle menée par un groupe d'habitants citoyens en action. À la tête de la candidature jusqu'à présent, Saïd Jalim. Il a confirmé aujourd'hui à TV78 qu'il ne conduirait finalement pas la liste. L'homme se retire de la campagne pour des raisons familiales et de santé et quitte par ailleurs le collectif. Citoyens en action pourraient tout de même présenter une candidature au scrutin dans la ville avec une autre tête de liste. Direction maintenant Coignières, plusieurs enjeux se dégagent pour les élections municipales, environnement, aménagement du silo ou encore zone commerciale à repenser. Présentation avec Mickaël Elmidoro. Coignières, une commune de moins de 4500 habitants avec une double identité urbaine et rurale. C'est dans cette optique que la ville souhaite intégrer le parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse. Coignières pourrait avoir un statut de ville-porte en 2023. Intégrer le PNR permettrait de valoriser son patrimoine et notamment son église ainsi que ses espaces naturels. Autre enjeu, la destruction du silo aux abords de la résidence des Acacias du centre commercial. Le silo servait de parking mais il a été muré par le bailleur en 2012. Les voitures ne pouvaient plus s'y garer, conséquence le quartier manque de places de stationnement. La structure devrait être démolie dans les prochains mois pour aménager un parking et un square. 2 zones commerciales sont également à repenser, les portes de Chevreuse et le forum JB. Le secteur est au cœur d'une étude globale de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines pour redynamiser cette zone commerciale avec celle de Paris-Ouest à Maurepas. Une zone commerciale traversée notamment par la Nationale 10, comme pour la commune de Trappes, l'axe coupe la ville en 2. Une réflexion devrait être menée sur la requalification, une rénovation du carrefour de la Malmedonne est notamment à l'étude.
Sud. Elle concernera Coignères, La Verrière et Maurepas. Enfin, Coignères a intégré 50 ans en Yvelines en 2016. Elle doit aujourd'hui imaginer ses futures collaborations avec les communes de cette agglomération. Ces dernières années, la ville a abandonné son projet de fusion avec Maurepas en 2018. Coignères a également mis fin à la police municipale avec Maurepas après 1 an d'existence. Et la commune n'a pas intégré le projet de centre aqualudique avec Maurepas et Elancourt. Et je vous rappelle que dans le cadre des municipales TV78 en association avec Radio Sensation vous propose des débats entre les candidats. Ce soir, émission consacrée à Guyancourt, c'est à partir de 20h sur TV78 et sur la fréquence 98.4 pour Radio Sensation Yvelines. Du sport avec le coup d'envoi dans une semaine des mondiaux du cyclisme sur piste à Berlin. Du côté de la sélection française, on retrouvera notamment un certain Ryan Ellal, le pistard ignimontain qui vient de fêter ses 21 ans, tentera de remporter sa première médaille mondiale. Notre journaliste sportif Mickaël Elmidoro l'a rencontré. Nous sommes au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. À mes côtés, à Ryan Ellal qui vient d'être sélectionné pour participer à ces championnats du monde de cyclisme sur piste qui se dérouleront à Berlin le 26 février prochain. Ryan Ellal, est-ce que vous êtes prêt pour cette compétition ? Oui, je suis prêt physiquement. J'ai fait une grosse saison cet hiver avec plusieurs manches de Coupe du Monde. Je me suis bien préparé et là je suis en phase d'affûtage et je me sens plutôt bien. Est-ce que c'est une surprise d'être sélectionné ou est-ce que c'est dans la continuité finalement ? Je suis un peu dans la continuité. J'avais fait pas mal de Kirin cet hiver. Donc, on va dire j'ai été un peu récompensé de ces efforts-là. Et voilà, là je suis prêt et motivé pour ce championnat. Alors votre spécialité c'est plutôt la vitesse. Là vous serez sur le Kirin. Est-ce que ça peut vous perturber ou est-ce que justement c'est une bonne manière d'apprendre une discipline que vous ne connaissez pas forcément à fond ? Ça peut être une bonne manière pour l'apprendre. Le Kirin, ça reste quelque chose d'assez ouvert quand même, un peu plus que de la vitesse individuelle. Et ça me permet surtout d'engager beaucoup d'expérience, je pense, dans un niveau mondial du coup, année olympique en plus de ça. Et ça va être que du positif, que du bonus. Le Kirin, c'est un petit peu particulier, il y a beaucoup de stratégies qui se mettent en place pendant la course. Quelle est votre stratégie, vous ? En fait, il n'y a pas trop de stratégie finalement. C'est beaucoup d'instinct sur le moment, les opportunités. C'est de tout ça et c'est pour ça que ça fait un peu la magie du Kirin. C'est un peu, je ne vais pas dire aléatoire. Souvent, c'est quand même les meilleurs qui gagnent. Mais chacun a sa chance. Alors, ces championnats du monde se dérouleront à Berlin. Est-ce que c'est une piste que vous connaissez bien et quelles sont ses spécificités ? Oui, j'ai déjà fait une Coupe du Monde à Berlin. C'est une piste qui roule très très vite. La spécificité, c'est que les lignes droites sont assez courtes, donc ce qui fait qu'on est beaucoup relancé dans les virages, donc ça va très très vite. À chaque fois, on a ce côté relance et ça va aller vite. C'est sûr que ça va aller vite. L'année dernière, vous avez raté ces championnats du monde. Cette année, j'imagine que vous êtes encore plus revanchard. C'est ça, revanchard, motivé, vraiment motivé pour y aller, pour les faire. Et voilà, là, comme j'ai dit tout à l'heure, je me suis bien préparé et j'ai hâte d'être à la course. C'était une petite blessure qui vous avait empêché de participer à ces championnats du monde. Est-ce que ça a été difficile à encaisser ? Un petit peu, vu que c'était juste avant de décoller pour la Pologne, mais je suis passé à autre chose. Je me suis bien rentraîné depuis et voilà, de l'eau a coulé sous les ponts et maintenant je suis motivé pour un nouveau mondial. On arrive forcément dans une année olympique. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être dans ces Jeux Olympiques, participer à ces Jeux Olympiques ? Être le plus fort, tout simplement. L'équipe de France, on est une équipe assez homogène avec un très très gros niveau, même mondial finalement. On a beaucoup de coureurs qui ont beaucoup de potentiel. Mais voilà, faut être le plus fort pour que ce soit une décision indiscutable. Qu'est-ce que ça représente pour vous, justement, les Jeux Olympiques ? C'est quelque chose de grand, c'est le pourquoi on s'entraîne. Pendant 4 ans, on travaille durement pour cette épreuve règne, les Jeux qui arrivent tous les 4 ans. Donc c'est quelque chose. Il n'y a pas plus grand, il n'y a pas plus gros comme événement pour tout sportif, je pense. Et c'est quelque chose qui nous tient tous à cœur. Vous êtes quand même encore assez jeune. Est-ce que vous misez sur ces Jeux Olympiques 2020 à Tokyo ou plutôt sur les Jeux Olympiques de 2024 qui se dérouleront ici, au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines ?
Je pense toujours à Tokyo, du moment que la sélection n'est pas sortie, on y croit tous. Je pense que c'est la bonne stratégie à avoir, tous y croient, mais bien évidemment, je pense surtout déjà à Paris qui va très très vite arriver et je suis déjà motivé. Une médaille, c'est possible sur les Jeux Olympiques pour vous ? Tout peut, du moment qu'on est au départ, tout peut arriver, hein, tout le monde peut gagner. Voilà, donc on a tous 2 bras, 2 jambes et voilà, tout le monde peut gagner. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2020 ? Que du positif, beaucoup de réussite et surtout la santé. Merci beaucoup Ryan Elal. Je le rappelle, les championnats du monde se dérouleront à Berlin le 26 février prochain. Il devrait être livré à l'été 2021. La construction du cinéma de 8 salles à Maurepas va reprendre dans les prochains jours. Annonce du maire de la ville, Grégory Garestier, sur son compte Twitter. Situé au village des loisirs, le chantier avait été stoppé durant presque 1 an. Le projet a été racheté par le groupe CGR Cinéma. Et justement, aujourd'hui, nous sommes mercredi, c'est jour des sorties à cinéma. L'acteur originaire de Trappes, Omar Sy, partage l'affiche du film L'Appel de la forêt avec Harrison Ford. Alors, qu'en avez-vous pensé ? Eh bien, Patrick Jacques de Dixmude et Mathilde Demy vous ont posé la question. Le Yukon est un endroit dangereux. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Je suis monté ici parce que je ne voulais plus côtoyer personne. Et puis j'ai rencontré Buck. Je ne sais pas d'où tu viens, mais je sais où tu es aujourd'hui. Bienvenue au bout du monde. On va lui laisser 1 minute. Je crois qu'il n'a encore jamais vu de neige. Un film avec beaucoup d'émotions. De voir Harrison Ford dans un rôle où il parle de beaucoup d'émotions, c'était émouvant. C'était émouvant, même les petites qui se sont mis à pleurer, c'est rare et vraiment magique. Le voir justement parler d'amour par rapport aux animaux, de ne pas faire du mal, c'est un autre registre et c'est pareil, rare de le voir avec ce type de rôle. Ah ben j'ai bien aimé. Ouais. Les images, le son, le personnage, la forêt en plus, c'était super. Hein. C'est plutôt un film pour les enfants, mais les grands sont émerveillés aussi. Et toute l'aventure du début jusqu'à la fin est magnifique, l'aventure humaine et l'aventure animale quoi. Exceptionnel, Harrison Ford, hein, donc voilà, exceptionnel et vraiment je trouvais, ça m'a beaucoup touché, c'est très ému. Je suis content que ça te plaise. Je ne l'ai jamais vu croire en quoi que ce soit, autant qu'il croit en toi. Après le 7e art, place au 9e art. L'espace Richaud à Versailles accueille à partir d'aujourd'hui une exposition autour de l'art de Jacques Martin et plus particulièrement autour de son célèbre personnage romain Alix, créé en 1948. Manon Varaldo vous emmène dans son univers. Bon nombre d'entre nous ont déjà lu les aventures d'Alix, une bande dessinée de Jacques Martin. Alsacien de naissance, l'auteur et dessinateur s'installe à Bruxelles en 1946, l'année de naissance du journal Tintin. Il rejoint ensuite l'hebdomadaire et en 1948 apparaît Alix. Pour les 70 ans du personnage, une centaine d'originaux de Jacques Martin sont à découvrir à l'espace Richaud de Versailles. Parmi les visiteurs, son fils Bruno Martin. Il a eu le virus du dessin quand il était jeune, parce que voilà, il s'embêtait beaucoup. Il était en Alsace avec son père qui était caserné à l'époque en Alsace après la guerre 14-18. Il a commencé à dessiner comme ça et à se raconter des histoires. Jacques Martin a fait des études de dessin et est remarqué par Raymond Leblanc du journal Tintin. Il a rencontré Hergé qui l'a engagé dans son studio. Il a pu travailler aux aventures du célèbre reporter mais aussi sur sa propre bande dessinée. Il aimait jouer avec les symboliques et avait des thèmes chers. Les rêves prémonitoires, les rêves qui annonçaient des catastrophes. L'être humain tout petit qui va être écrasé par sa destinée. Et ici, la précipitation dans le feu, hein, donc la destruction. C'était toujours des images très, très dramatiques, très anxiogènes.
Jacques Martin dessine et écrit seul la série de 1948 à 1988. Il arrive très vite à s'emparer de son personnage Alix pour le confronter au réel. Il est mis en péril, il ne gagne pas toujours ses combats, il doit faire face au réel. Il y a quelque chose de la réelle politique dans le travail de Jacques Martin. Son travail est exposé à l'espace Richaud, 100 pièces originales mais aussi des planches en noir et blanc, quelques dessins et des mises en couleur originales de planches de bande dessinée à découvrir jusqu'au 19 avril. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée sur TV78.